Bonjour à toutes et tous, je suis Camille Richer, je suis historienne de l'art contemporain et aujourd'hui je vais vous proposer de parler d'un sujet qui est mon sujet de recherche de prédilection à travers une communication qui s'intitule D'une époque épique à une époque opaque, les esthétiques du travail dans l'art contemporain ou la différence d'un degré. Et j'aimerais tout d'abord remercier vivement Fabien Vallos pour son invitation à prendre part à ce colloque qui se déroule dans des conditions inhabituelles, qui, je l'espère, adviennent pour la dernière fois avant longtemps et qu'on pourra mener bien d'autres colloques en présence avec la joie de se retrouver, de discuter de façon informelle après tout ça. Donc en attendant le retour de ces conditions habituelles, je vais vous dire quelques mots que je vous livre aujourd'hui, qui sont issus de mes recherches en thèse de doctorat en histoire de l'art contemporain. Et durant 4 ans, j'ai travaillé sur le travail. Plus précisément, j'ai étudié de quelle façon avait été représenté le travail entre 1968 et aujourd'hui en Occident. Et à travers cette démarche de recherche, j'ai voulu proposer des outils théoriques pour intégrer les représentations artistiques parmi les sources qui permettent d'étudier l'histoire du travail. Autrement dit, j'ai proposé des analyses qui tentent de décloisonner 2 disciplines, et surtout les sources de 2 disciplines, l'histoire d'un côté, l'histoire de l'art de l'autre, pour mieux étudier l'un des faits sociaux les plus partagés au monde, qu'est le travail. Comme toute personne qui commence une recherche, quand j'ai commencé donc mes travaux de recherche à la fin de l'année 2016, j'étais assez pétrie de préjugés sur ce que j'allais trouver quand j'ai commencé à glaner des œuvres. D'abord 30, puis 50 et à la fin plus de 350. Et donc 350 œuvres sur le travail rien que pour l'époque contemporaine et bien sûr bien au-delà, dans les 500-550 si je remonte aux années 1870. Évidemment, mon corpus de travail n'est pas exhaustif. Donc au cours de toutes ces années de recherche, j'ai glané des œuvres représentant des personnes au travail et progressivement j'ai élargi à la question même de représenter le travail, c'est-à-dire non seulement des personnes mais également des processus et des produits. Et donc j'avais beaucoup de préjugés en commençant ma recherche et d'ailleurs bien souvent la naïveté est le point de départ à la recherche. Je pensais que j'allais pouvoir trouver un angle d'attaque permettant de mieux comprendre l'art contemporain. Donc en plus d'être naïve, j'étais un peu présomptueuse. Et en définitive, en travaillant sur le travail au cours de mes recherches, j'ai trouvé tout autre chose que ce à quoi je m'attendais. Et donc j'ai trouvé la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire des mythologies. Des mythologies au sens de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire des mythes qu'on ne saurait comprendre sans comprendre qu'ils ont une historicité, au contraire de ce qu'ils veulent montrer d'eux, au contraire de la façon dont ils veulent se rendre intelligibles, c'est-à-dire de façon tout à fait anhistorique, c'est-à-dire en déprise avec l'histoire, l'historicité. Et des mythologies aussi au sens de Barthes, de Roland Barthes, c'est-à-dire des récits qui invisibilisent ceux qui les produisent pour mieux maîtriser par l'image ceux qu'ils représentent. Donc les mythologies au sens où Barthes les entend, ce sont les mythologies contemporaines, j'entends, ce sont des mythologies produites par la société bourgeoise, qui est, disons, la classe, pour employer un vocabulaire un peu éculé aujourd'hui, qui est la classe dominante, qui, elle, peut s'extraire potentiellement du travail, ou en tous les cas accéder aux postes dans la société, dans les mondes du travail, qui sont les moins pénibles par rapport aux autres qu'ils représentent. Et donc, autrement dit, en décelant d'une part des mythologies, l'une des conclusions que j'ai pu tirer dans ma thèse est la suivante, c'est que contrairement au modernisme, l'art contemporain ne fiche pas les représentations du travail dans des clichés ou des idées reçues, mais il les met aux prises de l'histoire sociale contemporaine. Et contrairement au modernisme, à nouveau, l'art contemporain révèle les structures de pouvoir et les identités de ceux et celles qui les exercent en représentant le travail.
Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait de signalétique dans les œuvres représentant le travail ? Qu'est-ce qui, pour dire les choses un peu autrement, qu'est-ce qui du travail est avalé, digéré, puis recraché du réel sous une autre forme ? Donc, en définitive, pour honorer l'invitation qui m'a été faite à dire quelques mots lors de ce colloque, je dirais que je me suis demandé quelle métamorphose subissait le travail quand il est représenté, et quelles images nous en sont laissées selon quels registres et selon quelles esthétiques. Comme je l'ai écrit dans le petit propos introductif à mon intervention, dans l'art contemporain, donc depuis à peu près la fin des années 60 environ, le travail est représenté selon plusieurs esthétiques prosaïques. Des esthétiques qui semblent être des moyens, des filtres, des grilles de lecture récurrents. Le prosaïsme est donc devenu pour partie le registre de restitution d'une thématique elle-même prosaïque, le travail. Et c'est entre autres par ce prosaïsme des esthétiques que le sujet travail est démystifié dans le contemporain. Pour comprendre la spécificité de ces esthétiques contemporaines, il faut remonter quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt. Avant de représenter le travail de la sorte dans l'art contemporain, on l'a représenté de façon bien plus épique qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que j'ai pu suggérer comme titre à mon intervention d'aujourd'hui qu'il s'agissait d'un passage d'une époque épique à une époque opaque. L'époque actuelle est rendue opaque car le travail est apparemment restitué tel qu'il serait réellement, ce qu'il n'est aucunement, nous allons le voir, mais ce sont ses apparences en tous les cas. Il est opacifié, sa restitution est opacifiée dans le sens où elle a l'air d'être un trompe-l'œil. Et donc cette période contemporaine, qu'on peut qualifier d'opaque, elle l'est si on la compare aux époques qui la précèdent, et notamment, disons, au mouvement moderniste. Si on regarde les œuvres représentant le travail au moment de la deuxième industrialisation, donc autrement dit autour des années 1870, au moment de l'électrification de la production et de la massification de la main-d'œuvre sur des lieux de travail, on voit apparaître un premier type de travailleur et même un premier stéréotype de travailleur dans ces représentations artistiques du travail. C'est un homme, c'est un ouvrier qui est blanc et qui est physiquement fort. Et il représente le type qui, par sa puissance, va permettre de transformer le monde. C'est particulièrement vrai en France, comme l'a remarqué par exemple l'historien Eric Hobsbawm, mais c'est vrai aussi des autres nations industrialisées d'Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme le Royaume-Uni. Et on retrouve dans ces différents pays le même genre de figures laborieuses. On peut penser tout simplement, pour convoquer des références qu'on a toutes et tous en tête, on peut penser donc par exemple au Raboteur de parquet de Gustave Caillebotte qui a été réalisé en 1875. On peut aussi penser aux nombreuses représentations d'ouvriers du bâtiment entre les années 1890 et la Première Guerre mondiale, comme on en trouve beaucoup par exemple chez Maximilien Luce avec son échafaudage de 1910. Et dans les œuvres de l'un comme de l'autre, on voit, à travers la figure du travailleur, des héros du monde industrialisé, dans le sens où ce sont eux qui le construisent et qui le rendent prospère, qui lui donnent de la valeur. Alors, bien sûr, toutes les représentations de travailleurs de cette époque, donc disons du modernisme, à partir des années 1870, du modernisme industriel, toutes les représentations de travailleurs de cette époque ne sont pas des représentations d'ouvriers qui travaillent paisiblement, avec puissance et avec fierté. On trouve en effet beaucoup de représentations d'ouvriers révoltés, notamment autour des années 1890 dans les mêmes pays que je citais. Donc la France, le Royaume-Uni, la Belgique. Et il y a beaucoup, par exemple, et l'Allemagne bien sûr, et donc par exemple il y a beaucoup de dessins de Käthe Kollwitz qui représentent des ouvriers et leurs familles harassés de fatigue, endeuillés et surtout très pauvres, qui se révoltent pour ces raisons-là. Il y a des peintres également comme l'allemand Robert Köhler
qui vont représenter des masses de mineurs révoltés contre leur employeur, qu'ils viennent chercher jusqu'au seuil de sa maison, comme on le voit par exemple dans un tableau célèbre intitulé La grève de Charleroi, qui est exécuté en 1886. Alors, de prime abord, on pourrait penser que ces représentations de révolte, ce sont des images de contre-pouvoir. Mais au fond, ce sont des images qui procèdent d'une même logique que les précédentes. Donc, que les images qui représentent une forme de fierté, de travail bien accompli. Donc ces images, tant de travail fièrement accompli comme de révolte contre le travail, procèdent d'une même logique. Et la logique est la suivante. Quand les premières qu'on a évoquées, qui représentent des ouvriers masculins puissants, représentent les héros des régimes démocratiques qui les voient naître, les secondes sont des représentations des héros du peuple de ces régimes, c'est-à-dire un peuple qui prend part à ces régimes, y compris dans la capacité à les contester. Et donc dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de représentations louangeuses ou à charge, le travailleur, c'est un ouvrier, c'est un héros qu'il effectue aussi bien docilement que puissamment son travail, ou qu'il en conteste les conditions, la rémunération, la difficulté. Et il faut ajouter à ça qu'au même moment, on voit apparaître un autre type de figure laborieuse héroïque. En France, par exemple, le paysan qui sème, alors bien sûr, on a déjà des paysans qui sèment, on a déjà des paysans qui sont représentés, et ça on le voit très très bien avec les œuvres de Millet ou de Jules Breton. Mais autour des années 70, c'est le paysan qui sème qui va devenir une figure très valorisée, au point même que c'est la semeuse, comme vous le savez, qui va devenir l'emblème de la Troisième République, jusque sur ses pièces. Et en semant le grain, les semeurs et les semeuses sont celles et ceux qui construisent un avenir littéralement fertile, à la façon de Cérès. Dans la poursuite des paysans humbles et besogneux à la Millet, et aussi à la Van Gogh d'ailleurs, désormais, ça va être des paysannes et des paysans en action qui sèment les graines du progrès social républicain de demain. Donc, autrement dit, si je m'intéresse au tout début des représentations industrielles du modernisme, autrement dit, la deuxième industrialisation suscite la création de ses propres figures héroïques qu'on retrouve figurées dans l'art. Donc il y a 2 degrés. Il y a les figures héroïques imaginaires qui elles-mêmes commencent à peupler l'espace des représentations. Donc l'espace social se retrouve dans l'espace des représentations. Et ces représentations, elles participent d'une attente politique. Quand j'entends politique ici, non pas au sens politicien, au sens des partis, mais d'une attente politique au sens idéologique. C'est-à-dire que ces figures de travailleurs et de travailleuses représentées dans l'art vont participer à la fois à la discipline de ces foules laborieuses qu'on flatte par l'image, et elles participent à l'idée qu'en dépit des souffrances qui sont éprouvées, chacun prend part au progrès social. Et donc représenter le travail, c'est représenter le fait que, en dépit des difficultés, le travail est un motif de fierté. Donc j'ai emprunté là à l'histoire de l'art ces quelques exemples qui sont canoniques, qui sont anciens, plus anciens que l'art contemporain, pour introduire et souligner la spécificité de ce qui se produit à l'époque contemporaine. On pourrait tout à fait continuer à détailler la façon dont la machine, par exemple, à partir des années 1890, puis le moteur à partir des années 1920, puis la foule des travailleurs à partir des années 1930, vont devenir des angles favorisés de représentation des mondes du travail. On pourrait le faire, mais ça ne serait que pour donner encore plus d'exemples à une logique qui va demeurer à peu près la même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au sortir notamment de la Seconde Guerre mondiale et ensuite de l'essor économique qui en résulte, c'est-à-dire au tout début des Trente Glorieuses. Représenter le travail, jusqu'à ce moment-là, c'est représenter la croyance moderne en l'idée que la nature est dominable par le travail.
Et cette croyance, elle ne tombe qu'autour des années 68, c'est-à-dire à peu près au moment où émerge l'art contemporain. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? On va assister, à ce moment-là, à un traitement du travail qui n'a plus rien d'héroïque. Donc le travailleur et la travailleuse ne sont plus les héros ni du régime politique où ils travaillent, ni de la lutte qu'ils mènent indirectement contre le régime et sa politique sociale à un moment donné. Le travail va commencer à devenir une thématique prosaïque. Autrement dit, le travailleur ou la travailleuse n'est plus vraiment représenté comme quelqu'un d'exceptionnel, ni même comme la courroie de transmission, comme le levier de ce progrès social. Donc, de prime abord, on pourrait avoir l'impression que les représentations du travail à l'époque contemporaine sont des redondances du réel, des représentations au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce qui est deux fois montré. Mais au fond, ça n'est pas du tout le cas. Et pour vous prouver que ça n'est pas le cas, je vais prendre 3 exemples d'esthétique prosaïque. Il y en a bien sûr plus, mais ces 3 esthétiques sont 3 bons exemples de ce que je veux démontrer. Il s'agit par exemple de l'esthétique de la bureaucratie, de l'esthétique de l'ennui et enfin de l'esthétique du silence. Donc l'esthétique de la bureaucratie, premièrement, elle a été proposée par l'historien d'art et critique d'art Benjamin Bucklow, éditeur notamment de la revue October. Et cette esthétique de la bureaucratie qu'il dégage chez les conceptuels américains des années 60, cette esthétique, elle va vite dépasser les conceptuels, comme je vais vous le montrer. Elle est également l'une des esthétiques les plus empruntées pour représenter le travail. On peut premièrement penser à John Chamberlain, qui réalise en 69 une œuvre intitulée Searching for Answers, donc à la recherche de réponses, via laquelle il a adressé des formulaires aux employés de l'entreprise de consulting Rand dans laquelle il était en résidence. Et à ces employés, consultants, donc les tout nouveaux consultants de l'économie de service de la fin des années 50 et des années 60, donc à ces consultants, il demandait de lui donner une réponse à travers ce formulaire sans même leur avoir posé de questions. Il était juste à la recherche de réponses. Par rapport à cette esthétique de la bureaucratie, on peut aussi penser à Marie Kelly dans son Postpartum Document de 1975, qui tente de faire entrer dans un tableau son expérience du travail maternel. Et ces 2 exemples que je convoque montrent bien ce à quoi sert alors l'esthétique de la bureaucratie. C'est un cadre qui sert à faire état de l'absurdité des mondes du travail dans le secteur des services, en employant les formes, les codes, les outils de travail réels. Les 2 artistes que sont Chamberlain et Kelly adressent la question du travail de bureau, et particulièrement chez Marie Kelly, de sa visibilité et de sa reconnaissance, et également de sa rémunération. Marie Kelly met en parallèle l'invisibilité des tâches de celles et ceux qui travaillent dans des bureaux de grandes entreprises, comme de celles qui vont effectuer un travail maternel non rémunéré, et surtout non reconnu comme étant du travail. Et si on se promène jusqu'à l'autre bout du spectre chronologique de mes recherches, c'est-à-dire à l'époque très contemporaine, jusqu'aux années 2020, en tous les cas jusqu'à la fin des années 2010, on voit que l'esthétique de la bureaucratie a toujours droit de citer et qu'elle s'est spécifiée à l'aune des outils de travail contemporains. Donc, par exemple, on peut aujourd'hui parler d'une esthétique de la bureautique dans la mesure où les représentations du travail mobilisent fréquemment l'ordinateur, soit comme un élément de décor, soit comme un élément central de l'œuvre. Et dans ce cas-là, on peut penser par exemple à Julien Prévieux, qui a breveté des gestes imaginaires qui seraient susceptibles d'être inventés dans le futur. Et ça, on le voit par exemple dans une œuvre de 2007 intitulée What Shall We Do Next ? On peut aussi penser à une œuvre de Martin Le Chevalier, intitulée Gageur 1.0, qui se demandait dans cette œuvre, mais comment faisait-on pour avoir l'air de travailler avant l'invention de l'ordinateur ? Comme vous l'aurez compris, donc l'esthétique de la bureaucratie, c'est une esthétique de l'absurde, qui est parfois comique, mais qui peut aussi être à certains moments dramatique. Le fait de parodier qu'on respecte les codes du monde des services, c'est aussi en montrer l'absence de sens, et donc la souffrance que ces métiers génèrent.
Et j'y reviendrai tout à l'heure, en conclusion. La deuxième esthétique dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on sent fréquemment mobilisée dans les représentations contemporaines du travail, c'est l'esthétique de l'ennui. Et je m'en réfère cette fois notamment aux travaux de Tom McDonough, qui a édité un ouvrage avec les Mighty Press, donc intitulé Boredom, portant sur les représentations de l'ennui dans l'art moderne et l'art contemporain. À nouveau, et de même que pour l'esthétique de la bureaucratie, l'esthétique de l'ennui n'est pas une esthétique qui est propre aux représentations du travail. C'est même plutôt l'inverse en fait. C'est le travail qui emprunte à l'ennui, à l'esthétique de l'ennui, un vecteur d'expression, un vecteur privilégié de son expression. Et donc, régulièrement dans mon corpus de recherche, j'ai observé qu'un certain nombre d'œuvres portaient sur l'ennui, depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 2010. Pour le tout début du spectre chronologique, on peut convoquer des exemples que vous connaissez toutes et tous bien. On connaît par exemple l'œuvre de Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, cette émission de cuisine parodique de 1975, où l'on voit la protagoniste interprétée par l'artiste elle-même, qui perd patience face à son rôle convenu de ménagère. Et à la fin, elle explose littéralement face à l'aliénation qu'elle égrène et qu'elle fait éprouver dans l'énumération des différents ustensiles par ordre alphabétique. On peut également penser à Jeanne Dielman, réalisée aussi en 1975, cette fois par Chantal Akerman, qui capte l'ennui d'une femme veuve, mère et célibataire, qui répète chaque jour les mêmes actions ménagères, c'est-à-dire tenir sa maison, faire la cuisine, s'occuper de son enfant. Et elle complète ses revenus avec des passes les après-midi, jusqu'à ce que ces passes commencent à remplir le rôle d'élément perturbateur dans le quotidien bien réglé de la dite Jeanne Dielman. Comme on le remarque avec ces deux exemples des années 70, du milieu des années 70, l'ennui et l'esthétique des œuvres qui portent sur le travail non rémunéré des femmes au foyer. Et ce constat, il est vrai pour toutes les autres œuvres sur le travail qui mobilisent l'esthétique de l'ennui à la même époque. Et alors, qu'est-ce qu'il en est quand on s'éloigne des années 70 ? Alors, je dirais tout d'abord que l'ennui n'est plus tellement au goût du jour d'aujourd'hui. Alors, on continue évidemment à trouver des œuvres où l'on voit des gens qui s'ennuient. Au fond, si on veut trouver une illustration à cette idée, on peut en trouver. Mais comme je le disais un peu plus tôt, l'enjeu de ma thèse était de faire se croiser l'histoire et l'histoire de l'art autour d'une thématique, celle du travail. Donc quand je dis que l'ennui n'est plus tellement l'esthétique la plus mobilisée pour représenter le travail, j'entends par là que c'est une tendance générale et que si on veut prouver le contraire, on peut toujours trouver une illustration. Mais là, il s'agit de quelque chose que j'ai pu sentir à l'échelle d'une tendance générale. Et donc, pour clore ces quelques mots sur l'esthétique de l'ennui et sur sa perpétuation au cours des années 2000-2010, et même avant, je dirais qu'on continue à la trouver, mais à un autre prix. Et ça, on le voit à la charnière des années 80 déjà, chez l'anglaise Jo Spence par exemple, qui va réaliser l'œuvre The Highest Product of Capitalism, où on la voit prête à accepter n'importe quel emploi, y compris au prix de l'ennui. On le voit aussi dans l'œuvre de Ken Lom, une œuvre intitulée Melishum Hates Her Job, qui a été réalisée en 89, où on voit une employée de bureau, selon toute vraisemblance, qui regarde l'objectif de l'appareil photo avec un regard fatigué. Mais au fond, ce n'est pas tellement l'image qui nous donne l'indice de l'ennui, c'est à la fois le titre et le fait que l'œuvre fonctionne en diptyque, avec d'un côté l'image de l'employé Melishum et de l'autre un texte, le titre de l'œuvre, qui fait image. Et c'est là que j'en viens à la troisième esthétique prosaïque que j'ai décelée en étudiant les représentations contemporaines du travail. Dans l'œuvre de Jo Spence, The Highest Product of Capitalism, et celle de Ken Lom, Melishum Hates Her Job, ce qu'on voit, ce n'est pas tellement des gens qui s'ennuient, ce sont plutôt des gens qui ne disent même plus leur ennui, qu'ils soient préalables comme chez Jo Spence, préalables au fait d'avoir trouvé un emploi, ou bien vécu comme par Melishum. Et cela, on le voit parce que l'une et l'autre protagoniste de ces œuvres laissent au texte le soin de prendre en relais l'absence d'expression verbale de leur ennui.
Et c'est dans cette mesure qu'on peut parler, à mon sens, d'une esthétique du silence. C'est une expression et c'est un concept que j'emprunte à Susan Sontag. Si vous prêtez attention à ses œuvres, vous pouvez voir que ce sont là deux femmes, l'une à la recherche d'emploi, l'autre ennuyée par son emploi, qui n'ont pas ou plus la force de clamer leur désapprobation avec leur situation. C'est le texte qui dit et qui fait image, plutôt que leurs propres mots qui seraient oralisés et qui seraient représentés comme une action, qui serait performée. Et comme vous l'aurez deviné, paradoxalement, l'esthétique du silence a été dans plusieurs cas mobilisée pour figurer les révoltes ou le refus du travail. C'est vrai même quand on ne voit pas au sens strict de travailleur ou de travailleuse dans l'œuvre. Je pense par exemple à l'artiste Valentine Schlegel qui avait fait installer un panneau biface à l'entrée de son atelier dont elle s'est servie tout au long de sa carrière depuis le mi-temps des années 60 jusqu'aux années 2000 environ. Et donc elle travaillait dans son cabanon sétois à l'entrée duquel elle avait mis un panneau sur lequel d'un côté elle avait peint « Je travaille » et de l'autre « Je dors ». Et en fonction du sens du panneau, les visiteurs potentiels de Valentine Schlegel savaient si oui ou non ils avaient le droit d'interrompre l'artiste. Je travaille, ça voulait tout simplement dire je suis disponible, je suis au travail, on peut m'interrompre pour venir me parler de travail. Je dors en revanche, et que ce soit vrai ou non qu'elle soit en train de dormir, ça voulait dire n'interrompez pas mon repos. Le silence donc c'est celui que se réserve l'artiste, c'est un panneau qui parle à sa place afin de ne pas perdre son temps. Donc travailler, c'est aussi pouvoir bénéficier de silence quand on en a besoin. Et au fond, l'esthétique du silence, quand elle est mobilisée pour représenter des situations de travail contemporaines, elle est au service des représentations de lutte. On ne représente plus des personnes qui luttent avec panache pour défendre leurs conditions de travail. On ne représente plus des victoires ou des défaites, non moins glorieuses, du monde ouvrier, comme on pouvait les représenter dans les années 1890. On représente surtout des luttes qui en passent par le mot écrit, à défaut de pouvoir être entendues ou adressées à qui peut l'entendre. Et je pense à une dernière œuvre, par exemple, de l'artiste Laurel Ptak, qui a réalisé à la fin des années 2010 une œuvre donc, sous forme de site web intitulée Wages for Facebook. C'est une œuvre qui consiste à souligner l'ampleur du travail invisible et gratuit que tous les utilisateurs et utilisatrices du réseau social Facebook réalisent lorsqu'ils remplissent le réseau de contenu. Et on voit par ailleurs à cette œuvre qu'elle aussi mobilise d'une certaine façon l'esthétique bureaucratique et même l'esthétique bureautique comme je la qualifiais il y a quelques instants. Et pour revenir à mon propos initial, pour revenir à l'une des conclusions de mes recherches et conclure tout simplement cette intervention, l'une des conclusions de ma thèse consistait à dire que les œuvres contemporaines portant sur le travail procèdent à des démystifications. Et j'ajouterai, et je terminerai mon propos sur plusieurs aspects. Tout d'abord, je voudrais insister une nouvelle fois, si ça n'était pas clair, sur les mythes qui sont détricotés à travers ces œuvres aux esthétiques prosaïques. En prélevant des situations réelles ou potentielles, comme chez Julien Prévieux ou Martin Le Chevalier, ces œuvres contemporaines sur le travail adoptent un autre registre de dépiction. C'est un registre qui n'est plus épique et qui donc ne participe plus d'une mythologie prométhéenne du travail qui permet de transformer et améliorer le monde. Le travail contemporain, comme vous l'avez compris à l'évocation de plusieurs des œuvres que j'ai convoquées en exemple, c'est entre autres une source de souffrance. Et à ce titre, il ne mérite plus les lauriers qu'on lui desservait dans les représentations modernistes. Le travail, il mérite, à l'époque contemporaine, qu'on le tourne en dérision, qu'on se moque de lui-même et qu'on s'y moque de soi-même. C'est en cela qu'on peut dire qu'il s'agit dans ces œuvres d'une différence d'1 degré. Ce qu'on prélève des situations de travail vécues et ce qu'on en restitue, ce ne sont pas des idéaux, loin de là, mais des mises à distance de ce que l'on accepte des mondes du travail. Mettre à distance en mimant ses formes habituelles, normales, vernaculaires, c'est une manière de produire une image synédétique. Le travail, tel qu'il est prélevé dans sa forme sociale, est travaillé autrement, avec une patine critique qui est permise par ces esthétiques, et qui est rendue visible par leur empreinte. Une empreinte qui est un sceau de l'impossibilité à continuer à croire aux récits unifiants qui sont faits, qui ont été faits du travail. Un sceau de la nécessité à prendre de la hauteur sur les mythes qu'ils véhiculent, à faire un pas de côté, à les regarder avec une distance d'1 degré.
Je vous remercie de m'avoir écouté.